Bienvenue sur ce plateau. Nous avons choisi de vous parler aujourd'hui de la crédibilité de l'institution judiciaire et l'opération Épervier. Pour en parler, nous avons fait venir sur ce plateau Maître Nouga. Maître Nouga est avocat au barreau du Cameroun. La crédibilité de l'institution judiciaire et l'opération Épervier, les gens se poseraient la question de savoir pourquoi pas de la crédibilité de l'institution judiciaire, la justice étant déjà une vertu. Mais quand on parle de la crédibilité de l'institution judiciaire, ça veut dire qu'en fait, en quelque sorte, que la justice a perdu sa crédibilité. Crédibilité, en quelque sorte, qui veut dire on ne lui fait plus confiance. Et c'est pour ça que nous sommes donc amenés à nous poser cette question, la crédibilité de l'institution judiciaire au Cameroun. Et l'opération Épervier, alors, c'est une opération baptisée par la presse, mais en réalité, une opération dont le but est d'assainir les finances publiques et qui a débuté vers la fin des années 90 avec l'interpellation de Titus Edouard, avec l'interpellation de Mouchipou, et ça a continué avec Léon Dondon et autres, les Ababa, les Marafa, les Inoni Ephraim, l'ancien Premier ministre. Voilà donc en quelque sorte ce qui nous amène à parler de la crédibilité de l'institution judiciaire au Cameroun et l'opération Épervier. Ça nous amène à parler de manière globale de toutes ces grandes affaires qui ont défrayé la chronique judiciaire au Cameroun ces dernières années et qui continuent même à défrayer la chronique judiciaire, parce que ces derniers temps, il y a eu d'autres interpellations, notamment Mebengo, notamment à Tanganakuna, et Maître Nouga. Je crois que vous êtes bien placé pour nous parler de tous ces dossiers, pour nous parler de toutes ces affaires. Mais dans un premier temps, je m'en vais vous poser ces quelques questions avant d'entrer dans le plat de résistance. Il vient de se tenir à Yaoundé un colloque international sur les nouveaux métiers du droit. Les nouveaux marchés du droit, pardon. Et le colloque qui a précédé la rentrée solennelle du barreau. Maître Nouga, je crois que vous avez pris part à... Ah non, je suis désolé, je n'ai pas pris part à ce colloque pour des raisons de maladie. Je regrette, mais j'ai suivi autant que j'ai pu les informations allant très vite ces derniers temps avec les réseaux sociaux. J'ai suivi les évolutions. Il s'est agi en fait, pour l'avocat africain en particulier, d'explorer des marchés du droit qui ne semblent pas toujours être explorés, exploités par nos juristes. Il y a de nouveaux marchés. Vous savez, il y a les droits de l'homme qui sont arrivés et qui charrient d'autres droits, y compris des commerciaux. Et on se demande s'il n'y a pas un droit des affaires, des droits de l'homme. Et certainement, dès lors qu'on le découvre, il s'agit pour l'avocat d'aujourd'hui d'avoir en mémoire l'existence de ce marché et de s'ouvrir, d'ouvrir ses compétences à ce marché. Et ça a été des réflexions assez importantes et sérieuses, je pense, qui vont permettre aux avocats aujourd'hui, en particulier des plus jeunes, de pouvoir mieux contrôler le marché africain qui est dans une certaine dimension, dans une certaine mesure, plus accaparé par des confrères non africains et au détriment de notre profession. Donc je pense que c'était une bonne occasion. Et puis il y a eu la rentrée solennelle du barreau avec beaucoup de discours et aussi, surtout, un gala de clôture. Voilà à peu près, si vous voulez,
la vie ordinaire de l'ordre. Oui, on dit de la justice, sur le plan philosophique, que c'est une vertu. Oui. Et comment la justice peut être une vertu et le droit qui fait l'objet d'un marché? Oui. Comment pouvez-vous expliquer cela? Écoutez, il y a la justice qui est un principe philosophique et moral. Et il y a la justice qui est une institution humaine. Et l'institution humaine, elle est organisée. Elle tend à des buts et à des objectifs. Et c'est de cette justice que nous parlons en général lorsque nous parlons de justice judiciaire, lorsque nous parlons de justice institutionnelle. Mais je pense que la question que vous posez, elle est davantage importante parce que la justice institutionnelle a pour moteur la vertu. Elle a pour fondement la mise en place d'une organisation sociale vertueuse. Et c'est pour ça qu'elle se rattache au principe philosophique de justice, cette quête de vertu. Et donc, on peut parler de la justice philosophique, de la vertu, mais on peut aussi parler, et très à l'aise, de l'institution de la justice, l'institution judiciaire, qui essaie d'implémenter en quelque sorte la philosophie judiciaire, et la philosophie de la justice. Et le droit qui fait l'objet d'un marché? Mais oui, tout à fait, parce que, voyez-vous, la protection des droits est un bien. Le droit en soi, vos droits, constituent un bien. Vous savez, on parle du droit patrimonial. C'est votre droit, c'est votre bien. Et il faut le protéger. Et justement, il y a un marché de protection de ces droits. Il n'y a pas qu'à ce droit-là, il y a d'autres droits. Le droit commercial, le droit de commercer, le droit d'avance, d'aller et venir, le droit à la liberté, il faut les protéger. Et pour les protéger, il y a les acteurs de cette protection, qui sont en général les avocats, et qui sont aussi l'institution judiciaire, son organisation, son fonctionnement, ses principes, etc. C'est pour ça qu'on peut effectivement parler d'un marché du droit, c'est-à-dire d'un commerce du droit, qui tend à favoriser, si vous voulez, la protection des droits des particuliers, mais aussi des droits publics, des libertés publiques. Oui, puisque nous parlons d'avocats, il y a eu la rentrée solennelle, et à l'occasion de cette rentrée, il y a eu beaucoup de discours. Ouais. J'ai suivi particulièrement le bâtonnier sénégalais, qui est en même temps le président des barreaux de l'UMOA, l'Union monétaire de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'intégration totale. Quand il y a l'examen d'accès au barreau, ça se passe au même moment dans tous les pays de l'UMOA. Le barreau sénégalais peut aller officier en Côte d'Ivoire, le barreau du Bénin peut aller officier au Burkina Faso, et ainsi de suite. C'est l'intégration totale. Et là-bas, ils ne badinent pas avec la défense de l'état de droit. Et quand la défense même des libertés. Et quand le bâtonnier de Pointe-Noire, c'est une dame, elle a pris la parole pour parler au nom des barreaux de l'Afrique centrale. Elle a trouvé qu'entre les barreaux de l'Afrique de l'Ouest et ceux de l'Afrique centrale se trouvent dans un état primitif. Oui, je pense que... Et comment vous trouvez ça? Par exemple, pour le cas du Cameroun, un barreau divisé, certains sont contents quand leurs confrères sont en difficulté. Non, je pense que, au-delà de cette dernière dimension que vous évoquez, nous avons à apprendre, et c'est l'objet des colloques comme ceux qui viennent se passer, nous avons à apprendre les uns par rapport aux autres. Et effectivement, on peut remarquer que les peuples d'Afrique centrale en général se sont
ont vite renoncé, si vous voulez, à leurs droits au profit d'un État, de l'État post-colonial. Et il y a un réveil relativement tardif à la prise en main des droits des peuples, des droits des populations de nos États d'Afrique centrale, et qui va, une reprise en main qui va porter nécessairement un réveil des institutions ou des organes des institutions judiciaires, un réveil d'un certain nombre de droits. Nous avons un État en Afrique centrale qui me semble un peu plus répressif que l'État de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, je pense que c'est lié à la manière dont les populations ici ou là ont apprécié le colonialisme. Il y en a qui rejettent le colonialisme. Il y en a qui s'en conforment, qui se conforment au colonialisme. Et en le rejetant, en fait, on ne rejette certainement pas tout, mais on se réapproprie tout au moins les valeurs de liberté individuelle qu'on a connues dans la société précoloniale, alors qu'en Afrique centrale, ces valeurs ne sont pas nécessairement l'objet des intérêts des politiques publiques. Donc je pense que c'est certainement une question de politique publique, et le discours de la présidence des barreaux de l'UMOA a certainement donné des indications et des pistes de réflexion pour les bâtonniers d'Afrique centrale qui étaient là, le bâtonnier du Cameroun, du Tchad et d'autres encore qui étaient là, ou leurs représentants, pour reposer le problème de l'avocature et pourquoi pas le problème de l'institution judiciaire en Afrique centrale et la protection des droits fondamentaux. Et je pense d'ailleurs que c'est l'objet de votre thème de ce jour, où il est question de garantir une justice crédible, qui soit beaucoup moins, qui ne soit pas une politique publique, mais une véritable institution, une institution indépendante et souveraine dans ses décisions, et légaliste aussi, légale, et constitutionnelle. Donc je pense que c'est des pistes de réflexion qui sont été, je suis heureux que vous ayez remarqué cela, parce que c'est l'objet de ce genre de rencontres. Oui, l'objet de ce genre de rencontres, profitons-en maintenant pour entrer dans le plat de résistance, la crédibilité de l'institution judiciaire et l'opération épervier au Cameroun. Oui. Mais d'abord, la crédibilité de l'institution judiciaire. Oui. Alors, avant de parler de quelque chose, bon, c'est vrai que je l'ai fait de manière allusive à l'introduction. Avant de parler de quelque chose, c'est un auteur qui disait il faut commencer par définir ce dont on veut parler. Oui. Alors, crédibilité de l'institution judiciaire. Comment vous entendez ça pour la meilleure compréhension de ce qui nous regarde? Écoutez, l'institution judiciaire est une institution qui est fondée sur l'indépendance et sur sa mission qui consiste à régler les problèmes sociaux, à réparer les injustices et à garantir aux citoyens le libre exercice de ses droits fondamentaux. C'est l'institution judiciaire. Et pour cela, l'accès à l'institution judiciaire doit être soutenu par une foi du citoyen à cette institution. C'est-à-dire, le citoyen doit avoir la confiance qu'en allant vers la justice, effectivement, justice lui sera rendue. Et lorsque l'opération épervier a été lancée, ce que le citoyen attendait le plus, c'est qu'effectivement la justice confirme le fait que les acteurs publics étaient devenus des prévaricateurs publics. On a l'impression qu'il y a lieu de poser la question si tel a été le cas. Et c'est pour ça que la question de crédibilité, c'est-à-dire la question de la confiance en la justice, a commencé à se poser. Et la crédibilité de l'institution judiciaire
est remise en cause justement parce que, semble-t-il, l'institution ne porte plus la valeur morale, ne représente plus la vertu que vous avez évoquée au début de cette émission, pour que, effectivement, le citoyen puisse y aller en toute confiance, pour que les décisions rendues par cette justice puissent être acceptées par la société, parce que cette justice mérite la confiance. C'est pour ça que la question est posée. Et effectivement, vous avez raison, dès lors que la question est simplement posée, ça veut dire que quelque part, la justice a commencé tout au moins à perdre justement sa crédibilité. Oui, à perdre sa crédibilité, bon, nous parlons d'abord de l'institution judiciaire, oui, avant d'aborder, oui, dans un deuxième volet, l'opération Épervier. Oui. Est-ce que on peut parler un peu de la justice telle qu'elle est instituée, oui, dans notre pays, oui, dans son aspect criminel, oui, c'est-à-dire de lutte par exemple contre, oui, la corruption, c'est-à-dire à part de l'organisation judiciaire, oui, de 2006 par exemple. Est-ce qu'on peut brosser en quelque sorte les textes tels que ça se présente la justice et ce que les juges devraient faire? Oui. La justice, c'est d'abord une institution constitutionnelle, un pouvoir d'État, d'après la Constitution. C'est important à souligner. C'est-à-dire, quelle que soit la manière ou les textes qu'il organise par la suite, du point de vue constitutionnel, l'institution judiciaire est un pouvoir d'État. Et elle est organisée justement de sorte à pouvoir régler aussi bien les problèmes que les particuliers lui posent, que les problèmes que l'État lui pose. Donc elle a une mission d'interprétation de loi et une mission de décision, de règlement des problèmes, de tous les problèmes posés. Alors, par rapport à l'opération, évidemment, je vous l'ai dit, la justice, c'est une institution vaste qui ne comporte pas que l'aspect pénal, elle comporte des aspects multiples, civils, sociaux, administratifs, etc., etc. Mais je pense qu'ici, vous me permettez qu'on s'arrête à la justice pénale. Et en ce qui concerne la lutte contre la corruption. La justice telle qu'elle organisée avant l'opération Épervier, c'est d'abord le tribunal de grande instance et les cours d'appel. Évidemment, les tribunaux d'instance et les cours d'appel, qui sont en application de disposition de l'article 182, je crois, du Code pénal sur la corruption. 184 du Code pénal sur la corruption, merci. Saisie de tout acte de corruption. Et elle s'est ouverte parce que la notion de corruption a été étendue par les normes internationales pour viser aussi bien la distribution des prébendes, le vol de l'argent et divers actes de prévarication qui pourraient porter atteinte à la fortune. Notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption, voilà, et l'enrichissement illicite. Voilà. Donc, jusqu'en 2016, il n'y avait pas de souci. C'est 2011 quand ça a commencé. Le tribunal. 2011. 2011. Jusqu'en 2011, il n'y avait pas de souci. Les tribunaux d'instance, le tribunal de grande instance connaissaient des problèmes de corruption. Et puis en 2011, ou 10 même, est intervenue une institution qu'on appelle le tribunal criminel spécial, qui est une institution qui ne connaît que des cas de détournement de deniers publics, des cas d'atteinte à la fortune publique, lorsque cette atteinte dépasse un certain seuil, et je crois en l'espèce c'est 50 millions de francs CFA. C'est-à-dire si la prévarication a porté sur une somme supérieure à 50 millions, c'est le tribunal criminel spécial qui sera saisi. Et c'est cette juridiction en particulier qui connaît de l'opération Épervier, et pas une autre. Les autres infractions de détournement de deniers publics inférieurs à 50 millions restent encore du tribunal
de grande instance ou du tribunal de première instance où il n'y a pas de discussion particulière. Alors, le problème de crédibilité se pose dès lors que une juridiction spéciale est créée pour statuer sur les cas de détournement de deniers publics de très gros montants. Cette juridiction règle les problèmes de manière un tout petit peu différente de la manière dont ces problèmes sont réglés par le tribunal de grande instance, et notamment lorsqu'on pouvait rembourser le corps du délit et puis être libre, c'est-à-dire exempté aux poursuites. Alors, ça se posait problème, c'est-à-dire on invitait les gens à voler beaucoup, parce que si vous volez beaucoup, vous faites des petites affaires, vous gardez les bénéfices, vous pouvez rembourser l'objet du vol et puis vous êtes libre. Un tout petit peu, c'était ça la compréhension. Mais je pense que le législateur a réformé pour permettre cette possibilité, y compris pour les petits délits. Mais le problème se pose. Pourquoi une institution judiciaire spéciale pour les gros détourneurs? Un fonctionnement spécial pour les gros détourneurs? Pourquoi? Et un traitement même, si vous voyez le confort qui est dans les il y a un espace spécial, il y a un confort particulier pour le fonctionnement de cette juridiction. Et c'est là où le problème se pose. On se demande pourquoi. Alors, on regarde au niveau de l'organisation. Les libertés de poursuite sont plus contrôlées. On n'a pas l'impression que le procureur de la République peut, sans rendre compte à la hiérarchie, déclencher des poursuites contre un haut responsable qui est soupçonné ou avoir porté atteinte à la fortune publique. C'est-à-dire, on a l'impression que l'ordre doit venir d'en haut pour que la personne soit poursuivie. Nous avons d'ailleurs critiqué un acte que le ministre de la Justice prenait souvent sur haute instruction de M. le Président de la République. Je vous demande d'arrêter, de poursuivre, de mettre en détention telle personne pour détournement de deniers publics. Ça veut dire que le procureur général de cette juridiction n'a pas tout à fait la liberté des poursuites en la matière. On a, au niveau de l'organisation, toujours, on a observé une loi toute spéciale pour prendre cette juridiction et qui a été révisée, je crois, en 1 an, 2 ou 3 fois. 2 fois au moins. 2011, 2012. Alors, ça a été un tout petit peu l'objet d'un certain nombre de commentaires pour dire qu'on a l'impression que tout n'était pas préparé. L'acte dont vous parlez, ce n'est pas pour vous couper, vous parlez de l'acte pris par le garde des Sceaux sur instruction du président de la République. Je vous instruis de poursuivre X, le mettre en état d'arrestation et le déférer à votre parquet et le placer en garde à vue. En garde à vue. Et cet acte était-il visible? Mais bien sûr. C'était une lettre. C'était une lettre enjoignant le procureur général de faire un certain nombre de diligences qui s'imposait littéralement au juge d'instruction. Et c'est là où je parle de la liberté des magistrats. Parce que le procureur général doit avoir la liberté d'agir, même s'il rend compte. Il doit garder quand même une liberté d'action, une liberté d'initiative. On a l'impression que cette liberté est remise en question. Et c'est là où le problème de la crédibilité commence à se poser. Il va aller davantage. Lorsque, au niveau même des décisions, on a le sentiment que tout est mis en œuvre pour que le droit le plus clair ne soit pas appliqué. On a le sentiment de percevoir dans les décisions rendues les états d'âme des juges, avec des motivations qui ne sont pas des actes de fait, mais des impressions. Mais est-ce qu'on a vu dans la dernière... on va arriver sur je n'ai pas les décisions les actes tout à l'heure, l'opération épervier.
On va aborder ça d'un moment à l'autre. Mais je voudrais que vous nous vous apportez à nos téléspectateurs des textes qui permettent justement au procureur de la République, aux juges d'instruction ou aux magistrats des juridictions de rendre des décisions ou alors de poursuivre n'importe qui, c'est-à-dire qui est soupçonné d'avoir commis une infraction sans courir le risque d'être écoutez, il y a frappé. Les textes, notamment le Code de procédure pénale, indiquent la mission du procureur de la République, c'est-à-dire du procureur général. Et ce sont des missions de poursuite. Le procureur de la République a l'initiative de l'action publique. C'est-à-dire, il peut constater qu'il y a une tentative ou une perspective d'atteinte à la loi pénale et il instruit les OPJ d'enquêter. Ce que j'étais en train de dire, c'est que je n'ai pas l'impression que, s'agissant justement du tribunal criminel spécial du TCS, cette liberté d'initiative demeure. Parce que nous avons vu, et je vous ai donné l'exemple des lettres où le garde des Sceaux demandait au procureur de poursuivre sur haute instruction du président de la République. C'est possible. Parce que le parquet est la continuation, si vous voulez, du gouvernement dans la continuation de l'exécutif. La continuation de l'exécutif dans l'institution judiciaire. Mais il faut se demander si la loi prévoit les choses de cette manière. Et c'est là où je dis, non, il n'est pas prévu que le président de la République donne des instructions sur l'arrestation des individus, sur leur inculpation, qui donne des instructions sur l'infraction pour lesquelles ils doivent être inculpés et donne des instructions sur leur détention. Ça, c'est pas juridique, c'est pas judiciaire, c'est pas légal. Vous comprenez? Il peut donner des instructions pour l'ouverture d'une enquête parce que, comme nous tous, nous pouvons nous plaindre, nous pouvons constater qu'il y a une enquête, qu'il y a des faits qui sont curieux, qui sont susceptibles de constituer une infraction. Mais les lettres du garde des Sceaux indiquaient bien sur instruction du président de la République, je vous dis d'ouvrir, d'enquête, de poursuivre, d'arrêter, de détenir, de garder à vue pour l'infraction X. C'est-à-dire, il a même déjà déterminé l'infraction. Donc, c'est pour ça que je dis que la crédibilité, justement, de l'institution à ce moment va se poser. Et elle ne doit pourtant pas se poser. Elle ne devrait pas se poser. Donc, il y a une manière de fonctionner qui permet qu'on pose le problème. Vous comprenez? Voilà. Oui, Maître Nouga, qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui, dans notre texte fondamental, ou dans la loi qui porte organisation judiciaire au Cameroun, peut être revu pour permettre aux magistrats, qu'ils soient du parquet, du siège, le juge d'instruction aussi un magistrat du siège, c'est-à-dire qui permettent à tout ce monde-là de rendre une justice équitable, de manière indépendante. Oui, écoutez, il y a beaucoup de choses qui peuvent être envisagées. Nous étions au niveau de la justice pénale, on peut en parler. C'est-à-dire, à ce niveau, il faut que ce soit la loi et seulement la loi qui soit appliquée. C'est-à-dire, les missions du procureur de la République doivent être exécutées comme telles. Certes, il doit et peut rendre compte au gouvernement, à sa hiérarchie, mais il peut, je ne sais même pas si le gouvernement est sa hiérarchie, mais le procureur de la République au Cameroun est un agent public. Il est non seulement là
pour sauvegarder les libertés, les droits des uns et des autres, des particuliers, mais également pour sauvegarder le respect de la loi. Ça, il faut le dire, c'est deux missions qui lui confèrent une certaine indépendance. Et il n'y a aucune disposition qui le sanctionne au cas où il exécute ses missions. Or, et c'est là où votre question devient intéressante, si on se rend compte qu'il encourt des sanctions au cas où il commet effectivement, il assure ses missions, c'est là où il y a un problème. Et le problème résulterait de sa carrière. C'est-à-dire qu'il faut que la carrière du magistrat échappe au pouvoir exécutif. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif ne puisse pas être l'organe qui décide que tel magistrat va monter en grade ou pas. Il faudrait sans doute une organisation judiciaire telle que les magistrats peuvent régler leurs problèmes entre eux, que l'institution du Conseil supérieur de la magistrature échappe au pouvoir exécutif d'une certaine manière. Et dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature, y compris la montée en grade, dépend du pouvoir exécutif, il est difficile que le magistrat qui relève du pouvoir judiciaire puisse travailler en toute indépendance. C'est un tout petit peu ça que je pourrais proposer. La réforme de la carrière, je veux dire, la réforme de la loi portant, comment on appelle ça, la loi sur les magistrats, le décret sur le statut particulier de la magistrature, excusez-moi, voilà. Il faut le réformer pour que la carrière du magistrat dépende d'une institution exclusivement relevant du pouvoir judiciaire. Pourquoi pas la Cour suprême? Pourquoi pas la Cour suprême? Et que le gouvernement soit peut-être représenté, mais ne puisse pas déterminer la carrière d'un magistrat. Parce que le gouvernement a des missions politiques. Et le gouvernement a tendance à faire de la justice comment dire ça? Le gouvernement a tendance à faire de la justice un instrument politique. C'est le gouvernement a tendance à instrumentaliser la justice. La justice est une politique publique. C'est-à-dire que ces questions politiques, il va les faire régler par la justice. Or, la justice n'est pas une politique publique. La justice est une institution, un pouvoir politique, un pouvoir constitutionnel, un pouvoir d'État, qui ne peut pas être simplement une politique publique. Parlons de la Bea Corpus, où les juges devraient exercer leur impérium, c'est-à-dire vis-à-vis de certains actes posés par l'exécutif. Je veux dire, par exemple, des arrestations arbitraires, un préfet qui prend un acte de garde à vue administrative, qui ne répond pas aux normes, en privant de liberté certains individus. Mais les magistrats, que ce soit en instance ou en appel, rejettent de manière systématique toutes les demandes de libération immédiate, alors que les textes leur permettent d'ordonner cette libération. Peut-être qu'en disant que si je libère, qu'est-ce que ma hiérarchie va penser de moi? Bon, qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, c'est aussi un autre fait qui porte atteinte à la crédibilité de notre justice. Oui. On peut penser, mais je ne sais pas si les rejets sont systématiques. Faut être... parce que... Tous ces derniers temps, les rejets sont systématiques. C'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas sortir de l'opération épervier. Il ne faut pas généraliser, il faut rester calé à l'opération épervier. Nous parlons déjà de la crédibilité de la justice. Oui. Nous abordons l'opération épervier dans un instant. Oui, parce qu'il y a des libérations immédiates. La Béas Corpus qui sortent, mais on n'en a pas beaucoup connu dans le cadre des opérations épervier. Toutes les opérations, je prends le cas des... Il y a également des opérations politiques
ou des hommes politiques, on a des problèmes. Mais il faut aussi dire que il y a des conditions qui doivent être remplies pour que le juge libère. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Quand le juge demande, par exemple, au procureur, est-ce que vous pouvez nous présenter l'acte qui maintient ces messieurs en prison? Et le procureur ne présente aucun acte. Mais au finish, le juge rejette toujours. Ah oui, mais écoutez, si aucun acte ne justifie la détention, je pense que c'est le cas le plus flagrant de mise en liberté immédiate, parce qu'il faut que la liberté soit légale, et si elle est légale, il y a un mandat de détention. S'il n'y a pas de mandat de détention, je pense que c'est plus une liberté légale, il faut recommencer. Voilà. Parlons maintenant des affaires dites épervier, parce qu'en réalité, opération épervier, ça c'est les journalistes qui ont baptisé cette opération épervier. Mais pour notre justice, c'est-à-dire elle fait son travail d'assainissement comme elle a toujours fait, même comme depuis 2006, ça se fait avec une certaine accélération. Est-ce que vous pensez, depuis les tribunaux de grande instance, Vouri, Mfundi et même la Benoué, parce que l'affaire sur le coton a commencé avant qu'on interpelle l'ancien DG de sur le coton, Iya Mohamed. Moi, j'étais au Nord, j'ai couvert une affaire de détournement de deniers publics où beaucoup de responsables avaient été mis en détention à Garoua. Donc, est-ce que vous pensez que déjà dans nos tribunaux de grande instance, la manière dont les juges ont travaillé, l'ont fait avec beaucoup de diligence, avec beaucoup d'équité, en attendant d'aborder l'opération Épervier au tribunal criminel spécial? L'opération Épervier, c'est ce que je crois être la judiciarisation de la lutte contre la corruption. Ça veut dire qu'il y a d'autres instruments d'autres instruments institutionnels qui ont été mis en place, la CONAC, la NIF, etc., pour lutter contre la corruption avant de saisir la justice. Oui, mais est-ce qu'on a besoin de tous ces instruments, c'est-à-dire toute cette multitude, d'instruments, c'est des choix politiques, de lutte contre la corruption, alors que la justice elle-même est habilitée à le faire? C'est les choix politiques. C'est pour ça que je pensais... Est-ce les pouvoirs publics, c'est pas une autre manière de redouter aussi... Mais c'est ça, c'est pour ça que... Vous savez, on n'oublie pas, hein. On n'oublie pas que des journalistes avaient interpellé le chef de l'État à une certaine époque sur la corruption et il a dit il n'y a pas de preuves. Oui, en tout cas, qu'il n'avait pas de preuves. Dans une interview télévisée accordée à la CRTV. On n'oublie pas ça. Donc, votre question renvoie cela en mémoire pour dire qu'en réalité, il y a un phénomène social qui est pris en main par des pouvoirs publics et qui l'utilisent comme un instrument politique. Ce phénomène, c'est la corruption. Et il faut montrer que les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics luttent contre la corruption. C'est-à-dire, c'est une option politique. Et pour le faire, le président dit qu'il n'y a pas de preuves. Et puis, voyant qu'il pourrait y avoir les preuves, il met en place la NIF, la CONAC, il y a un certain nombre d'institutions, les cellules de lutte contre la corruption dans les ministères, etc., etc. La justice est où pendant ce temps? La justice devrait être là. Si elle a la liberté de poursuite, si les procureurs généraux ont toute leur liberté d'initiative pour lutter contre les infractions. Or, on ne voit pas
la justice. C'est-à-dire que l'exécutif, Oui, l'exécutif lui-même ne décide fait plus confiance, ou alors ne fait pas suffisamment confiance en sa justice, ou ne veut pas, ou ne veut pas faire confiance, ou craint, ou redoute la justice. Ou redoute la justice, parce que la justice pourrait peut-être prendre des gens qui est utile à l'exécutif, qui ne veut pas ou qui veut le protéger. Donc lorsqu'on met en place la NIF, lorsqu'on met en place la CONAC, lorsqu'on met en place les cellules de lutte contre la corruption, il y a en plus le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil de discipline budgétaire et comptable qui est devenu, en tout cas il existe toujours sous une autre appellation. La justice est là. Mais que fait-elle? Rien, ou pas grand-chose. Elle continue à lutter contre des petits détourneurs ou des détourneurs qui n'ont pas de nom. Qui n'ont pas. Quelquefois, elle s'occupe du menu fretin. Elle s'occupait du menu fretin. Vous vous souvenez, il y a un ministre du contrôle de l'État, monsieur le ministre Garga, qui avait dit que lui, il attaquait les baleines. Et surtout, que font ces organismes qui sont mis en place? Ils rendent compte au chef de l'État. Ils n'envoient rien à la justice, ils n'envoient rien aux procureurs généraux. Ils envoient au chef de l'État pour dire qu'il y a comme une sorte de protection des personnes susceptibles d'être poursuivies avant l'opération Épervier. Alors, l'opération Épervier se révèle à un moment très précis de l'histoire du Cameroun. C'est-à-dire lorsque il faut peut-être changer la Constitution, on lance de grandes arrestations, un peu comme pour distraire les populations sur des actes d'un ministre a été arrêté. Comme ça, on laisse passer à l'Assemblée un débat sur le changement de la Constitution, un débat qui avait été arrêté en 1996 de manière définitive. Donc, on a le sentiment réel que l'opération Épervier est une opération politique d'abord, avant d'être véritablement une opération de lutte contre la corruption. Parce qu'on n'a pas vu les résultats des institutions mises en place avant. Donc, lorsqu'il faut donc judiciariser cette lutte, pour nous, il aurait été question, tout simplement, de laisser les procureurs généraux faire leur travail, de leur laisser les initiatives de poursuite et de les soutenir dans cette mission par des possibilités d'enquête, par des possibilités d'ouverture, je ne sais pas moi, de commissions rogatoires de par le monde, éventuellement, et poursuivre, y compris les membres du gouvernement. À l'heure actuelle, il y a des dossiers qui sont en instance, où les procureurs généraux ne peuvent rien faire. Le gouvernement va leur dire, écoutez, laissez d'abord ça. Et là, se pose le problème de la crédibilité de la justice. Vous comprenez? Donc, vous avez parlé des tribunaux de grande instance. Ils se sont battus comme ils ont pu. Mais alors, je vais dire, avec quels moyens moraux, avec quelle éthique? Parce que si on a à côté d'un juge, un procureur de la République qui reçoit des institutions systématiques qui sont quelquefois contraintes à la mission d'enquête, évidemment, on a pu poursuivre des gens qui ne méritaient pas d'être poursuivis et peut-être ne pas poursuivre d'autres qui méritaient d'être poursuivis. Donc, je dis, les tribunaux ont fait ce qu'ils ont pu faire dans un contexte tout à fait particulier où on peut remettre en question, et là, ce n'est plus la crédibilité de la justice, mais la crédibilité de l'opération Épervier. C'est-à-dire la crédibilité de l'intention du pouvoir public de lutter effectivement contre la corruption. Oui, puisque on parle de la crédibilité de l'opération Épervier, embrayons maintenant sur le tribunal criminel spécial. Vous pensez que depuis sa mise en place et son fonctionnement qui date, je crois, de novembre 2012, vous pensez que ce tribunal criminel spécial, qui n'est pas le premier du genre, parce qu'il y avait une institution spéciale qui s'occupait
de l'assainissement des finances publiques qui a fonctionné jusqu'en 1968, semble-t-il. Est-ce que vous pensez que le TCS assume vraiment ses missions? Je pense que non. Si le TCS assumait ses missions, on aurait perçu de manière sensible le recul de la corruption, le recul des actes de corruption. Mais on ne l'a pas senti. Au contraire, on voit bien, vous savez, tout ce qu'on a dénoncé. C'est pas normal qu'on nous ait retiré la canne. Je suis absolument convaincu qu'il y a eu... moi, je suis conseiller municipal et je vois comment une simple commune fonctionne. L'interférence avec sa tutelle et tout ça. Je dis, la corruption a encore de beaux jours devant elle. Tout simplement parce qu'en fait, la répression est à tête chercheuse. Il y a des actes de prévarication, prévarication claire de la fortune publique, mais qui ne font l'objet d'aucune poursuite, parce que la personne auteur de ces actes bénéficie d'une protection cachée, ici ou là, dont le TCS n'a pas fait. Et regardons le TCS. Vous pensez que, prenons le cas, on va revenir un peu en arrière, le cas du retrait de la canne, avec tout ce qui a été dit par les journaux, avec des facsimilés, un sac de ciment à 16 500, un sac de ciment que l'État pourrait même prendre à 3 000 francs, parce qu'en fait l'État sait comment avec les sociétés, un camion de sable à 700 000 francs. Vous pensez que ça aurait permis au procureur général de procéder aux interpellations? À défaut d'interpellation, ouverture d'une information judiciaire, au minimum, ça c'est à minima. Il devrait y avoir des actions et pourquoi pas des interpellations, parce que je crois que c'est quand même assez grave. Et s'agissant de la corruption, je pense que les pouvoirs publics ont une politique d'arrestation, d'interpellation, s'agissant de cela. Mais pourquoi il n'y en a pas eu? Parce qu'en réalité, la justice continue à être utilisée ici comme une politique publique. C'est-à-dire, en fonction des intérêts politiques, on laisse faire ou on attend. Et on a connu des affaires comme l'affaire du port autonome de Douala, Siam Sewe et le colonel Etono Ekoto. On a connu d'autres affaires comme l'affaire Albatros. Marafa, Hamidou Yaya, et deux affaires avions présidentielles telles que les Nonu Ephraim, Tanamibara. Tout à fait. Et d'autres affaires comme celle d'Ababa, que vous avez défendue. Et vous pensez que les décisions qui ont été rendues avant les décisions, alors les juges sont tenus à tout prix de suivre, parce qu'en fait, le parquet est tenu de requérir à charge ou à décharge. Mais on a l'impression que le parquet requiert toujours à charge. Et les juges sont tenus de suivre la voie tracée par le parquet dans ces réquisitions. Même si on ne peut pas le dire de manière aussi formelle que vous le présentez, il y a quand même un certain nombre d'actes qui tendent à montrer que les décisions de justice sont quelquefois excessives. Vous comprenez? Et on a l'impression que des magistrats sont tenus de rendre un certain type de décision. Il y a très peu d'acquittement. En tout cas, de certaines personnalités qui pourraient avoir une dimension politique. N'oubliez pas, lorsque un certain nombre de personnalités a été arrêté, je pense au ministre Abba, au ministre Tanamibara, au Langena et autres, on a relié leurs arrestations à un groupe qui s'appellerait G11, qui avait ou aurait eu l'ambition de postuler au pouvoir en 2011, au moment où le chef de l'État était, le président Biya était en fait au pouvoir exécutif. Voilà. On leur attribuait les intentions de vouloir se présenter ou s'organiser pour se présenter aux élections de 2011, parce qu'on supposait à cette époque que le chef de l'État allait renoncer, c'était son dernier mandat. Donc on a eu l'impression qu'en fait leur arrestation était liée à cet acte relativement politique.
Et surtout, quoi, on a vu, vous savez, il y a un juge qui a acquitté. Les faits qui ont été présentés à la justice, quelquefois, ont fait l'objet d'acquittement. Oui, Et comme on a vu Atanambara qui a été acquitté par la chambre criminelle du tribunal de grande instance, notamment par le juge Chilik, voilà, qui était président du TGI. Et ce n'était pas une faveur. On a suivi ces dossiers. Je veux dire, on les a suivis, au moins les médias ont suivi. Moi, j'ai couvert les charges. C'est moi qui ai couvert cet événement pour voilà. le compte voilà. de la télévision publique. Voilà. Les charges étaient assez faibles. Mais vous voyez que ces personnes sont toujours en détention. C'est là où on évoque la question de crédibilité. Et le juge même a pu. Et le juge a eu pour sa carrière. on a l'impression qu'il a été sanctionné. Sont passés hors hiérarchie. Voilà. Et sont à la Cour suprême. Voilà. Lui reste encore vice-président, 4e grade. C'est la question que j'évoquais maintenant. Ouais. Pourtant, tout le monde a le sentiment que c'est un juge qui a fait son travail en son âme et conscience. Mais pourquoi doit-il être sanctionné? Ça veut dire que... Et c'est là où on questionne les pouvoirs publics par rapport à la justice nationale. C'est-à-dire, est-ce que c'est normal encore aujourd'hui, où nous sommes en quête de l'indépendance judiciaire, que la carrière d'un magistrat dépende du pouvoir exécutif, qui est en réalité en quelque sorte un pouvoir peut-être pas adversaire, mais un pouvoir quand même différent. Parce que la justice est également un autre pouvoir. Donc je veux dire que la nature relativement politique de certains dossiers fait craindre justement des décisions politiques. Et parce que ce seraient des décisions politiques, ce ne seraient plus des décisions crédibles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des personnes citées par le tribunal criminel spécial qui ne répondent plus, qui ne parlent plus, qui n'ont plus besoin d'avocats, parce qu'ils savent que, en fait, la messe est dite. Une fois on est convoqué par les officiers de police judiciaire et TCS, la messe est dite. Votre client, sa dernière condamnation, je crois à 18 ans de prison, oui. Coercion avec Mendoza, a fait une déclaration par rapport au président du tribunal criminel spécial. Oui. Il disait que, bon, je vous vois, vous êtes embarrassé. Et la décision que vous êtes en train de rendre, c'est-à-dire n'émane pas de vous. On a l'impression que vous êtes... Bon, je crois que c'était en votre présence. Oui. Qu'est-ce que vous dites par rapport aux commentaires que mais écoutez, Ababa a fait c'est pas tout à fait le seul à avoir fait ce genre de commentaires. Souvenez-vous, le même jour, le professeur Mendoza aussi est allé dans ce genre de commentaires, et même les autres personnes. Il était clair qu'ils n'avaient pas l'impression d'être condamnés par l'institution ou le juge qui était devant eux, mais d'être condamnés par le système. Par un système qui les poursuivait. Parce qu'en réalité, s'agissant de mon client, il a tout prouvé qu'il n'a non seulement l'argent qu'on lui reproche d'avoir détourné, n'avait jamais quitté les caisses de l'État, c'était dans les comptes de l'État. Hein, comment a-t-il fait pour détourner un argent qui n'est pas quitté des caisses de l'État? Alors, et nous avons fait d'assez importantes démonstrations pour établir cela. Je ne vais pas me lancer des fleurs ici, mais je pense quand même que le juge avait beaucoup de moyens de l'acquitter, mais ce n'a pas été fait. Et on a même vu dans la décision des expressions assez excessives, hein, dans le style... le juge dit que monsieur, se défendre, c'est faire injure au peuple. Vous voyez, ça, c'est pas un argument juridique. Hein, c'est des états d'âme. Hein. Et quand un juge en arrive à faire ce genre de déclaration dans une décision de justice, évidemment, parce que la justice ne se complète pas avec les états d'âme, pas d'émotion. Hein, faire injure ne fait pas partie des éléments qu'on rêve de trouver dans les décisions de justice. Donc il y a eu ce genre de choses qui confortent un peu notre analyse actuelle, qui parle d'un manque de crédibilité par rapport à la mission de lutte contre la corruption. S'il s'agit de lutter contre la corruption, il ne faut absolument pas qu'il s'agisse également de lutter contre des adversaires politiques éventuels. Oui, et
le dossier, l'ancien ministre des enseignements secondaires, le juge prend on a aussi en ordre de mise en détention. De mise en détention provisoire. Ouais. Un mandat et vous savez, quand un juge prend un mandat de mise en détention provisoire, c'est pour une raison. Oui. Alors, et une durée surtout. Oui, pour une durée. Mais qu'est-ce qui peut justifier que dès le lendemain, il lève le mandat. Que le mandat soit levé sans que c'était l'ancien ministre d'enseignement secondaire de regretter. Oui, écoutez. Vous pensez qu'il y a eu une mainmise de l'exécutif là-dedans aussi? Écoutez, moi qui a porté atteinte au juge d'instruction? Moi, je ne pense... Qui l'obligeait à lever son mandat? Moi, je n'imagine pas. Vous avez évoqué un fait. Un juge a pris un mandat de détention provisoire pour, je crois, 12 mois. Et le lendemain, il a levé ce mandat. Ça, c'est les faits. Mais, et je dis, ce n'est pas normal qu'on assiste à ce genre de choses. Dans un état... bon, pas, ça veut dire que le juge n'a-t-il pas assez bien apprécié la situation? A-t-il découvert, quelques heures après, que la situation n'était pas telle qu'elle l'avait prévue? Tout cela est possible. Mais je dis, lorsque ça s'applique au tribunal criminel spécial et à l'opération Épervier, ça accroît encore la suspicion qu'il y avait sur cette juridiction. Ça accroît cette suspicion de déficit de crédibilité. Donc je dis, il faut, certes que la justice travaille, mais il faut donner les moyens que cette justice travaille. Et parmi ces moyens, il faut que l'exécutif se fasse voir le moins possible. Hein? Il faut qu'il se fasse voir le moins possible. Et vous pensez que c'est possible? Oui. Dans possible. Le contexte actuel? Oui. Que l'exécutif puisse lâcher du lest? Et comment l'exécutif peut se faire voir de plus en plus? Il y a des réformes à faire. Ça c'est clair, il y a des réformes à faire. Pour moi, il faut réformer le TCS. Si on veut qu'il s'occupe de la lutte contre la corruption, le TCS, on doit l'étendre sur tout l'ensemble du territoire. Avec les démembrements. Il faut qu'il y ait des démembrements dans chaque région. Il faut que le TCS soit sur tout l'ensemble du territoire. Il faut que, non seulement cela, que la liberté de poursuite avec un corps spécial d'officiers de police judiciaire, ce corps spécial d'officiers de police judiciaire doit garantir la liberté d'initiative de poursuite qui revient au parquet. Que le parquet poursuive, ouvre des enquêtes et qu'il instruise à charge et à décharge. Qu'on le voit, qu'on le sente. Et surtout que le parquet fasse usage des dispositions du code de procédure pénale que je n'ai pas ici en mémoire, mais qui indiquent que le parquet peut faire des comptes rendus publics, c'est-à-dire communiquer à la presse, par exemple. À la presse, comme justement. Ça se passe ailleurs. Oui, que le parquet communique à la presse pour faire comprendre effectivement pourquoi telle personne fait l'objet de poursuites et pour indiquer que de toute façon, les poursuites ne font pas perdre le bénéfice de la présomption d'innocence. Mais nous avons au-delà de l'opération Épervier, voilà. Nous arrivons vers la fin. Voilà. Il y a cette affaire de Monseigneur Mbala qui reste encore en suspens jusqu'à nos jours, ce qui montre que, en fait... Mais Monseigneur Mbala ne fait pas partie de l'opération Épervier. Non, je dis au-delà de l'opération Épervier. Alors, j'ai le sentiment j'ai l'impression que peut-être il y aurait également, je ne connais pas toutes les informations, mais peut-être qu'il y aurait, je n'en sais pas s'il y a eu ouverture d'enquête ou pas, je ne sais pas si l'enquête évolue. Donc, il ne faut pas que le parquet attende les instructions. On devrait savoir à quel niveau ça se situe. Voilà. Donc, c'est une disposition légale. Le législateur a voulu que le parquet communique. Il faut qu'il communique. Et donc, le gouvernement se ferait moins voir si le parquet reprend sa liberté d'initiative, si la justice conserve sa liberté, son indépendance et tout son pouvoir de rendre justice. Et si des lettres du style, sur haute instruction du président de la République, je vous prie d'ouvrir une enquête, de machin, garder à vue pour tel instruction, ne sont plus pris. Parce que ce genre de lettre est, pour un juriste, c'est
C'est un scandale. C'est un scandale. Voilà, Maître Nouga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous aurons l'occasion de parler de plus en plus de grandes affaires judiciaires, qu'elles soient sur le plan national ou sur le plan international. Et nous remercions également le public et tous nos téléspectateurs d'avoir été des nôtres. Et à bientôt sur le petit écran.